l'AUD réalise un creux. Lorsque la franc suisse réalise un creux, l'AUD forme un sommet, et inversement ici, vous voyez, un creux correspond à un sommet. Donc même sans calculer quoi que ce soit avec un tableur Excel, il y a une corrélation qui tend vers -1 entre ces deux courbes. Donc si l'une s'échappe par le haut, l'autre risque de s'échapper par le bas. Et en fait, donc à partir de début août, et compte tenu de ce que l'on savait, on aurait pu, plus sereinement, sachant qu'il n'y a rien de serein dans les marchés financiers, on aurait pu tenter d'initier une position longue de franc suisse et pour, derrière, puisqu'il y a une corrélation très forte entre les deux, vendre de l'Australian dollar. Alors ça, c'est la vision, on va dire, technique des choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez l'explication fondamentale de tout cela, eh bien, le franc suisse représente cet actif en fait, qui permet de se prémunir contre le risque. Et l'AUD, qu'est-ce que font les Australiens? Ils possèdent beaucoup de matières premières et de métaux, et donc ils représentent la croissance. Voilà. Donc forcément, s'il y a des inquiétudes sur les marchés boursiers, donc sur la croissance, donc l'AUD, à nouveau en toute logique, et en restant très, très prudent, mais en toute logique et de manière mécanique, l'AUD a des chances de baisser, contre une devise, elle, qui a des chances de progresser, puisqu'elle l'ensemble du monde, depuis pas mal de temps, la voit comme une devise de référence qui permet de se prémunir contre un risque. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela donne maintenant sur... une fois qu'on a regardé ça, on a anticipé la possibilité d'une accélération de la volatilité sur le marché des changes, et que, évidemment, on se tient un peu en avance. Imaginez que vous ne voyez pas tout ça, mais vous avez préparé un plan de trading, voilà, vous avez eu quelques jours carrément pour le faire. Et vous avez choisi la paire. C'est ça qui est intéressant dans ce graphique, c'est que ça vous permet de choisir la paire de devises qui possède le plus de potentiel. Par exemple, on va bien acheter du franc suisse, mais contre quelque chose qui n'est pas très peu corrélé. Par exemple, les autres courbes ici, rouges ou jaunes, ne sont pas très corrélées avec le franc suisse. Donc il vaut mieux avoir une idée des corrélations entre ces devises et savoir que la terre entière, quand elle achète du franc suisse, elle vend de l'AUD, elle n'est pas en train de vendre une autre devise. Et donc vous avez un potentiel d'accélération sur la paire de devises elle-même qui est très important. Et voilà ce que ça nous donne en fait en août. Donc le 2 août, quelques jours après le nouveau sommet sur la volatilité sur le marché des changes, ben voilà, ce à quoi on aurait pu, ce qu'on pouvait anticiper de manière mécanique, mais à nouveau en gardant la raison. On est sur des marchés financiers, donc on est dans la probabilité, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire ça marche à tous les coups et vous pouvez vous endormir sur ce que je viens de vous dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est comment la volatilité vous permet éventuellement d'initier des plans de trading dans lesquels le potentiel d'accélération est très important. Mais le risque aussi reste à maîtriser. Et donc là, ce que vous pouvez observer, c'est-à-dire que techniquement, il n'y a rien de très incroyable. Bon, il y a la rupture d'un support, ok, mais bon, si on n'avait pas idée de tout le slide précédent que je vous ai déroulé, ici, vendre ici, oui, on peut le faire, mais pourquoi vraiment? Est-ce qu'il y a des raisons techniques ou autres qui nous poussent à le faire et qui sont vraiment valables? Voilà, moi je préfère savoir tout ce que je vous ai montré avant et y aller plus sereinement sur cette courbe-là. Oui. Et dans ma technique, ce que je fais, c'est que je résume l'ensemble de ce qui se passe sur l'ensemble des classes d'actifs, pour pointer vers le titre ou l'actif qui possède le plus de potentiel. C'est-à-dire que je cherche à avoir une connaissance globale de ce qui se passe sur les différentes classes d'actifs pour pointer vers un actif en particulier. Et là, si j'avais été présent au mois d'août, j'aurais pointé sur cette possibilité, sur celui-là, sachant tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais je ne serais pas arrivé sur celui-là par hasard, en disant « Ah tiens, c'est joli, je voudrais voir si je peux faire du CHF AUD ». Et bon, finalement, donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'accélération du VIX au-delà de 21%, qui est un calcul statistique, mais qui a l'air de correspondre à un niveau de support et de résistance, eh bien, implique un doute sur la croissance, donc sur un pays qui vend, entre guillemets, des matières premières, et donc qui fait son argent sur la croissance, et un flight to quality vers des francs suisses. Et donc ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que l'utilisation des indices de devises est bien plus puissante que
que d'observer 12 graphiques et de voir si telle ou telle devise, paire de devises est mieux qu'une autre. D'accord? Et quant aux courbes de volatilité sur le Forex, on peut avoir ça où? On en reparlera tout à l'heure si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est difficile à... En fait, il y a quelques sites qui fournissent ce genre de choses, mais c'est pas mis à jour en temps réel, donc c'est très casse-tête. Alors, ce que je recommande à certains d'entre vous, c'est qu'évidemment, lorsqu'on sort d'ici, on a l'impression que tout brille, il y a plein d'écrans avec plein de lumière, des graphiques, etc. Le mieux, en fait, je vais vous dire la vérité, de par expérience, c'est de faire votre soupe vous-même. C'est-à-dire rentrer dans un processus où vous tentez d'acquérir de la profondeur dans votre raisonnement et dans votre méthode. Lisez des bouquins, faites des calculs, allez-y, retroussez vos manches, et n'attendez pas le prêt à penser qui est dehors. Voilà. Ne dites pas que je vous ai dit ça en sortant, sinon ils vont venir m'étriper. Mais la réalité c'est ça, c'est que je n'utilise plus, me concernant, depuis un certain nombre d'années, toute l'offre qui existe là dehors. Voilà, j'ai fait mon travail personnel. Et je vous recommande de faire ça, et voilà. C'est comme si, sur un phénomène, quel qu'il soit, un fait divers, etc., vous n'essayez pas d'étayer par vous-même l'information. Entre guillemets, pas vous, mais comme si nous attendions qu'aux 20h, ils nous disent tout, ou dans les journaux, tout soit écrit, et que ce soit absolument très objectif, etc. Non, le mieux, si vous voulez être sûr de ce que vous faites, regardez vous-même ce qu'il y a dans votre moteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour préparer la course. Voilà. Alors, nous avons parlé de la volatilité implicite, et maintenant je voulais revenir sur ce qu'est la volatilité dite historique. Alors la volatilité historique, c'est juste un calcul d'écart type à la moyenne, mais ça peut être aussi un calcul dans lequel on mesure l'écart entre le plus haut d'une bougie et le plus bas, et on en fait la moyenne au jour le jour. Et justement, alors le graphique que je vous montre ici, donc le graphique 6, représente l'euro-yen, donc sur la dernière période, en automne 2012, et donc à partir de novembre, vous voyez que l'euro-yen est de plus en plus, enfin la volatilité historique de l'euro-yen est de plus en plus importante. Alors, moi j'aime bien, parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel dans cette devise. J'aime pas m'endormir sur des devises qui ont des mouvements très petits au cours d'une journée, au cours d'une période. Ce qui m'intéresse justement, c'est cela, c'est aller chercher des paires de devises dans lesquelles les mouvements erratiques peuvent me permettre d'avoir une espérance de gain éloignée, tout en appliquant une gestion du risque fine. Sinon, je m'ennuie. Et donc, ce que je cherche justement dans mes plans, c'est des devises qui sont en train d'acquérir une volatilité, enfin, qui sont en train dont la volatilité justement augmente. Et c'est justement le cas sur l'euro-yen, après un long moment où il s'est trop rien passé. Donc voilà, donc sur l'euro-yen, sur la période récente, les potentiels de variation de cette paire sont devenus plus significatifs qu'ils ne l'étaient au cours des mois d'octobre. Premier élément d'information. À nouveau, il faut étayer, il faut chercher, il faut aller... voilà, d'accord. Bon. Deuxième élément qu'on peut se poser, ok, c'est bien de faire l'euro-yen, mais à quel moment est-ce que c'est plus optimal de faire ou de ne pas faire? Et quand vous observez ce graphique-là, donc le graphique 7 qui représente par exemple le CHF contre le yen, je crois que je n'ai pas changé, en fait, les deux sont les mêmes. Bon, mais à 5h du matin, j'ai pas fait gaffe. Mais en fait, les deux sont les mêmes. Je crois que ça, c'est... non, excusez-moi, c'est pas je crois. Ça, en fait, c'est le CHF contre le yen. Voilà. Et ça aussi, c'est évidemment, c'est le CHF contre le yen. Donc, voilà. Notez, graphique 6, c'est le CHF contre le yen. Reste à savoir maintenant que cette volatilité historique est en train de progresser. À quel moment est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est le plus intéressant d'initier un plan de trading sur cette devise? Et ce que vous pouvez observer ici, c'est que durant la nuit en horaire GMT, donc c'est-à-dire à partir de la clôture de New York jusqu'à un moment tard dans la nuit, c'est-à-dire la session asiatique et l'ouverture de la session européenne, entre 19h ici, GMT, et 5h du matin, la volatilité sur le marché d'échange n'est pas très intéressante. Donc ça veut dire pour ceux qui rentrent tard le soir et qui pensent qu'ils vont pouvoir sur des comptes démo s'éclater sur des paires de devises, ben non, à 19h, 20h, il ne se passe plus grand-chose. Donc c'est pas très intéressant, c'est même pas très pertinent et ça vous apportera rien. Le meilleur moment, si vous avez le temps, c'est avant le travail, justement, entre 6h et 8h GMT, tenter de faire quelque chose.
En tout cas, c'est là-dessus que je vais me consacrer. Donc je sais maintenant que le franc suisse contre le yen est en train de gagner en mouvement erratique. Ça m'intéresse. À quel meilleur moment pour initier des positions sur ce marché? C'est le matin très tôt. Il y a un deuxième pic de volatilité dans l'après-midi qui est dû à justement à l'ouverture de la session américaine et les statistiques américaines qui sont le plus souvent publiées dès l'ouverture de la session américaine et qui perturbent le marché, mais de manière... on ne peut pas vraiment prévoir si une statistique économique va être bonne ou mauvaise. Donc je recommande de s'intéresser à quelque chose qui est un mouvement de devises, mais beaucoup plus naturel, qui n'est pas une perturbation exogène du style publication de statistiques économiques. Ça va pour ça? Alors, qu'avons-nous ici finalement? Alors, toujours c'est... Ah oui, donc je sais que le yen est volatile, il reste à savoir contre quoi je vais en faire. Donc, le graphique 8 représente donc les indices de ces devises en fréquence, cette fois-ci horaire, du 1er au 16 novembre 2012. Donc ici c'est le 1er novembre et là c'est le 16 novembre, d'accord? Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'à nouveau, sur ces indices, c'est de chercher des mouvements dits opposés ou des corrélations négatives. Si de gros acheteurs, et là, nouveau, vous avez une cartographie de ce que l'ensemble du marché, des gros acteurs sont en train de faire. Donc ce qu'il faut justement essayer de tenter, c'est d'être dans leur sillage et pas d'essayer d'être seul face au marché. Et là, vous pouvez observer qu'il y a une corrélation entre cette courbe ici, qui est justement le yen, donc en violet, et il y a une corrélation négative avec le franc suisse et aussi l'euro. Vous pouvez l'observer, ça? D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, sur cette période-là, les gros acheteurs de yens, qu'est-ce qu'ils font quand ils achètent du yen? Ils vendent de l'euro ou du franc suisse, et inversement, lorsqu'ils vendent du yen, ils rachètent de l'euro ou du franc suisse. Ils ne sont pas en train de faire autre chose, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. D'accord? C'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que c'est ce qui va vous placer dans la meilleure paire de devises à traiter. D'accord? Et donc, qu'est-ce que l'on peut observer ici? C'est qu'il y a un retournement, justement, un changement d'opinion, et une accélération potentielle à la rupture d'un niveau qui semble être un niveau clé ici. Et dans le même temps, qui sont les candidats, si on vend du franc suisse ici, pour acheter quelque chose d'autre en face? Qui sont les candidats? C'est soit la courbe verte, soit la courbe rouge. Laquelle, selon vous, j'aurais préféré, ou nous préférerions par rapport, pour vendre face au yen, pardon. Si on vend du yen, qu'est-ce qu'on préférait mettre en face? Parce que les deux sont très corrélés, la verte et la rouge. Alors, l'euro ou le franc? D'accord. Alors, pourquoi l'euro? Pourquoi le franc suisse? Alors, vous, mademoiselle, pourquoi le franc suisse? Alors, moi, je choisirais aussi le franc suisse parce que les deux sont très proches, on est d'accord. Sauf que la décélération ici du franc suisse, elle a déjà commencé avant, vous voyez. Celle-ci continue d'accélérer un petit peu avec la tendance baissière sur celle-ci est un peu plus soutenue que sur celle-ci. Et en réalité, autre manière de dire les choses, le franc suisse réalise de nouveaux sommets par ici, alors que l'euro, lui, il n'a pas réalisé de nouveaux sommets. Donc ça veut dire que l'euro aussi peut être intéressant, mais pour des petits détails finalement visuels, où vous pouvez coller à ça des modèles, enfin ce que vous voulez, peu importe, mais visuellement, vous pouvez observer ici que dans cette tendance baissière que possèdent l'euro et le franc suisse, eh bien le franc suisse décélère beaucoup plus que l'euro sur la même période, et qu'il réalise des petits sommets significatifs beaucoup plus que l'euro. Donc j'aurais préféré choisir, même si les deux réponses semblent correctes, pour quelques petits détails comme ça, j'aurais préféré choisir la courbe verte. Vous voyez, en analyse technique, soit on fait de l'analyse technique, on peut, voilà, mais quand on fait vraiment de l'analyse technique, il faut avoir l'œil. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il y en a une qui est leader, l'autre qui est lagueur, alors qu'en fait, il faut presque un microscope ou une longue vue pour le voir. C'est dans ce détail-là, de ce niveau de détail, qu'on fait la différence. Et là, c'est exactement pareil. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le graphique donc, correspondant? Je vous rappelle que nous choisissons
de vendre du yen pour acheter du franc suisse, et que c'est bien ce qu'il y a de meilleur à faire, parce que l'ensemble du marché, c'est comme ça qu'il réagit. D'accord? Alors voilà ce qu'on obtient sur la courbe. Bon, enfin, c'est sans commentaire, c'est la peine comment dire, je dirais, de tout recommenter, vous dire qu'on aurait vendu là, nanana, enfin, peu importe, ça vous le savez par cœur. Mais tout ça pour dire que cette courbe, on n'y vient pas par hasard, on y vient parce qu'on sait que le yen est très erratique en ce moment, qu'il est très corrélé inversement au franc suisse et à l'euro, et que sur le dernier temps que l'on peut observer sur le yen, il y avait un retournement potentiel, une accélération, et que face à cela, on voulait acheter soit du franc suisse, soit de l'euro. On s'est dit que plutôt c'est du franc suisse. Et en regardant cette vision macro, on va dire, du marché, on en est arrivé à une version micro. Cette version, c'est-à-dire que ça, c'est la vision micro de ce scénario macro qui nous a mené dès le départ. Et donc, on n'est pas tombé ici là-dessus par hasard. Un matin, on s'est réveillé, tiens, j'ouvre mes charts et je vois que je suis sur le yen contre le franc suisse, il y a quelque chose à faire. Effectivement, si on ouvre ce graphique à lui tout seul, on voit qu'il y a quelque chose. Mais c'est beaucoup plus robuste de savoir que dans le slide précédent, l'ensemble du marché va dans ce sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence entre regarder un graphique single en traçant des traits ou des moyennes ou en utilisant des modèles, peu importe, et avoir une vision dite macro ou global macro, ou une vision intermarché, intramarché, et de mixer l'ensemble de ces classes d'actifs à l'intérieur de la classe d'actifs et même en dehors de la classe d'actifs pour avoir une approche qui nous mène vers ce qu'il faut faire, et on n'y arrive plus par hasard. Donc à nouveau, me concernant, quand je débute une session d'analyse d'approche et je me demande, tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc., je commence par mixer ces différents ensembles, de regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le marché des actions, qu'est-ce qui se passe sur le FX, qu'est-ce qui se passe sur les matières premières, et un marché qui est très central aussi, par lequel j'ai commencé il y a très longtemps, c'est le marché des taux d'intérêt. Mais c'est un marché qui est très peu accessible pour les personnes qui ne sont pas dites institutionnelles. Mais dans le marché des taux d'intérêt se concentre une mine d'informations qui permettent d'avoir des idées, je dirais pas précises, ça serait pas ça, mais d'avoir des idées plus robustes sur ce qui peut se passer sur d'autres marchés. Et en fait, en mixant toutes ces classes d'actifs entre elles, et en comprenant les relations, et effectivement, que parfois il y a des leaders et des laggers, etc., en faisant cette mixture, eh bien, on arrive à distiller, in fine, ce qui est intéressant comme titre, comme paire de devises à mettre en portefeuille ou à acheter ou vendre. Et là, vous avez une vision beaucoup plus robuste. David, pardon? Dans l'analyse multicourbe des différents index de devises, le choix du point initial n'est pas perturbateur, puisque la base 100 est définie à un instant T donné. Oui. Est-ce que ça va pas, est-ce que le choix de la date initiale n'est pas perturbatrice dans les graphes? Non. Non, il n'est pas perturbateur parce que la forme de la courbe, si vous la repoussez d'un jour, 2 jours, etc., la forme de la courbe, elle ne va pas changer. Les variations sont identiques. C'est juste que à des moments, peut-être les corrélations vont être un peu différentes et ce genre de choses, mais la forme de la courbe elle-même ne peut pas changer parce qu'on a choisi une base reculée de 2 à 3 semaines en arrière ou 2 à quelques heures en avant. La forme de la courbe reste identique. Le calcul reste identique d'un indice de devise. Donc c'est pas perturbateur. Enfin, reste à vous ensuite de voir sur le point de départ qui vous rend le plus à l'aise. D'accord? Mais ça ne change en rien la forme de la courbe en elle-même et la manière dont elle varie. Donc en fait, tout ça pour dire, j'ai terminé par, bon là, effectivement, on aurait pu gagner ça, on peut mettre un stop, nanana, etc. Ça, je le laisse aux gens qui sont dehors. Mais en fait, bon, cette volatilité que j'ai réussi à repérer sur le yen, eh ben, ça m'intéresse parce que potentiellement, je vous ai dit, c'est ça l'intérêt de la volatilité, c'est que ça décale votre espérance de gain, ça la rend beaucoup plus éloignée, si tant est qu'on a une idée de ce qui est en train de se passer globalement et qu'on sait gérer une position. Si tant est, j'ai bien dit, hein, je mets des garde-fous, hein, mais ça c'est une question d'entraînement intellectuel, physique et d'entraînement psychologique. Donc finalement, que ce soit sur la volatilité implicite ou la volatilité historique, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, que si on en comprend comment c'est calculé, comment c'est mesuré, est-ce qu'il y a des rapports entre les uns et les autres, est-ce que ça me permet de voir que quelque chose que je n'aurais pas vu par ailleurs, mais finalement ça devient une force. Plus que, waouh, mon Dieu, il y a de la volatilité, qu'est-ce qu'on va faire? Vous laissez ça à votre banquier privé qui est mort de trou, qui ne sait pas quoi vous dire, parce que ça fait depuis 2007 qu'il vous raconte des sottises.
Mais vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt fort pour ce dont on parle, c'est-à-dire le marché, la finance, et je vous recommande d'approfondir là-dedans. Faites vos recherches, ouvrez des tableurs Excel, downloadez des datas, comparez, allez-y. Enfin, c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Et qu'un mot qui est la volatilité qui peut faire peur, bah, finalement, non, ça s'inscrit dans une façon d'acheter et vendre le marché, dans une méthode. Donc, le monsieur à l'oreillette là-bas, qui me fait peur, s'est levé. Donc, j'imagine que je dois conclure, donc je vais conclure. Donc d'abord, ce qu'il faut retenir en termes de définition, c'est que la volatilité implique effectivement une incertitude et des mouvements erratiques de prix, et donc un risque ici en point 2, d'accord ? Ce risque, il doit être maîtrisé. Comment le maîtriser ? En comprenant l'ensemble du scénario et pas en se focalisant sur un titre en particulier. Et donc dans le cas d'une gestion sur le change, moi ce qui m'intéresse, c'est de cibler justement les paires de devises qui sont les plus volatiles. Et donc vous calculez leur volatilité historique et vous pouvez observer celles qui sont le plus volatiles. Et celles dont la volatilité historique est la plus forte, c'est celles justement qui vont nous permettre d'initier des positions avec une espérance de gain la plus éloignée. Alors, et évidemment, cette volatilité se concentre essentiellement sur la fin de la session japonaise, pardon, pas japonaise, asiatique, et le début de la session européenne, où se concentre énormément de flux de transactions. C'est ça qui provoque cette volatilité. Pour ceux qui ne le savent pas, Londres, la place de Londres est la première place financière en termes de marché des changes, en termes de volume de transactions. Plus que les États-Unis. Ils représentent 2 fois les États-Unis. New York, en fait. Donc, l'essentiel des transactions se déroule entre la fin de la session asiatique et le début de la session européenne. Et c'est ce qui provoque justement ces mouvements assez naturels de réallocation de portefeuille et ce qui vous permet, vous, de vous glisser avec les gros. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller avec les gros. Pas être seul, entre guillemets, dans sa cuisine à faire des traits sur un graphique en particulier. Voilà. Donc, in fine, et c'est sur quoi je voulais terminer, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu avec l'heure qui m'était impartie et avec les 2-3 blagues qui n'ont pas forcément marché. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué en fin de journée. C'est pas grave. Donc, la volatilité n'est pas nécessairement un problème, mais au contraire peut constituer une force si toutefois, à nouveau, ce qui est très important, c'est de pouvoir la maîtriser. Voilà. Donc, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, est-ce que je voulais... Oui? Oui. Ah, c'est une bonne question. Alors, la psychologie, en fait, j'ai une comparaison. Voilà. Imaginez, on veut vous envoyer sur un terrain de guerre. Ouais. Les gens, enfin vos supérieurs hiérarchiques, avant même de vous envoyer, ils vont vous entraîner à courir, à sauter, à tirer, à faire face à des situations dangereuses. J'ai vu l'autre jour, il y a une émission sur le GIGN tard le soir, et en fait, ils ont pris leurs candidats, ils les mettent sur une poutre à 25 mètres de haut, et ils les font marcher comme ça, dans le vide, et ils leur disent maintenant, tu vas regarder en bas, et tu vas me dire ce que tu vois en bas. Et le type, il fait demi-tour, et il croit qu'il va être tranquille de faire demi-tour, et qu'on va le reprendre, et c'est bon, t'as fini, t'as passé l'examen, il dit non, maintenant stop. Pourquoi tu veux faire GIGN au fait? Pourquoi ça t'intéresse? Et le mec, il est comme ça sur la poutre, il est mort de trouille. Et donc c'est ça, donc c'est s'entraîner. Donc physiquement, bon, je n'irai pas là, il y a besoin d'être en super forme physique pour faire du trade, mais il faut avoir faut se sentir à l'aise. Et psychologiquement, la meilleure manière de faire, c'est d'abord de se tester, même en virtuel, mais d'avoir une méthode qui est robuste virtuellement. Et puis ensuite, inclure de plus en plus de réalité, c'est-à-dire des cartouches, à savoir du vrai capital, en toute mesure bien sûr, et petit à petit peut-être intégrer de plus en plus de capital. Vous voyez, l'entraînement ne commence pas de j'ouvre un compte à 20 000 ou à 30 000 là-bas, et je les écoute parce qu'ils pensent que voilà, j'écoute le chant des sirènes et j'achète, je vends. Non, on commence petit à petit, comme un soldat. On n'envoie pas un soldat sur un théâtre de guerre du jour au lendemain, on l'entraîne. Donc entraînez-vous, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent dehors, en fait, c'est vous entraîner vers quelque chose, c'est-à-dire générer un max de commissions pour eux, mais pas vous entraîner pour vous. Donc retenez bien ça, c'est très important. Entraînez-vous, prenez le temps de vous tester, de tester vos méthodes, et finalement, injectez un petit peu de capital de plus en plus, jusqu'à ce que vous soyez, les choses soient naturelles. Mais c'est pas naturel, donc personne n'est dans la capacité de générer des positions sur le marché, de les gérer. On a tous des émotions, il faut absolument apprendre à les maîtriser, à les contrôler. Ça s'apprend petit à petit, on n'est pas né pour ça. Voilà. Oui? Comme mesure de la volatilité, que pensez-vous des indicateurs comme le bond Bollinger ou même l'ATR?
Oui, ce sont d'autres mesures de la volatilité qu'on peut utiliser, absolument. Là, je vous ai présenté une mesure, enfin deux mesures, on va dire, dites statistiques de la volatilité. L'ATR en est une autre liée à l'analyse technique et les bandes de Bollinger. Vous pouvez utiliser l'indicateur bandwidth avec les zones de squeeze lorsqu'il est très proche de zéro. Et effectivement, ce sont des mesures de la volatilité, mais ce sont des mesures de la volatilité historique. D'accord? Là, on rentre dans la volatilité historique. Donc soit on mesure la volatilité historique en calculant un écart type d'une série statistique, soit effectivement on peut utiliser les outils qui sont à disposition en analyse technique. Oui, ce sont des mesures de la volatilité. Alors oui, monsieur. Oui, là vous utilisez la petite volatilité sur les devises, avec deux paires. Est-ce qu'on peut utiliser ça uniquement sur les marchés, par exemple sur un indice? Si on se concentre, moi, par exemple, je me concentre sur l'indice CAC, qu'est-ce que je pourrais combiner? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors sur le CAC, il y a une mesure de la volatilité implicite qui s'appelle le VCAC, qui est à disposition, qui peut être délivré par Euronext ou ce genre de choses, qui mesure la volatilité implicite du CAC. D'accord, mais là parce qu'avec les devises, vous avez comparé, vous avez fait avec un marché, vous feriez comment? Vous prendriez quand même une devise? Il faut tester. J'ai pour tendance de regarder vraiment le grand ensemble. Et on va dire en termes de marché boursier, le monde se focus sur les États-Unis plus que sur la zone euro, donc j'ai tendance à regarder plus le S&P, la volatilité implicite du S&P. Cependant, étant donné ce qui se passe en Europe, des points de départ de crise peuvent le plus souvent émaner de la France, etc. Donc c'est peut être intéressant, justement, dans cette relation leader et suiveur, de regarder parfois ce qui peut se passer sur le VCAC, sachant que le CAC, justement, où la France est peut-être le prochain sur cet échiquier de difficultés à venir. Donc oui, pour répondre à la question, je ne le fais pas vraiment parce que jusqu'à présent, je préfère regarder d'autres choses. Libre à vous d'en regarder d'autres, mais je pense qu'il est très pertinent de regarder le VCAC, par exemple, qui pourrait constituer à un moment donné le point de départ d'un foyer de crise. Alors vous compareriez avec quoi? Avec le VCAC, vous compareriez avec quoi? Avec les S&P? Alors, un point de départ de crise, par exemple, vous avez vu que il y avait un pic de volatilité dû sur la volatilité implicite du S&P 500 qui était dû à ce qui se passait en Grèce, n'est-ce pas? Normalement, si on regarde peut-être des indicateurs de volatilité de la zone euro, peut-être qu'on aurait eu un effet de leader par rapport à ce temps de crise qui a eu lieu sur le S&P 500 en mai 2010. Donc, à nouveau, il n'y a pas de recette toute prête. C'est ce que j'essaie de véhiculer aussi en termes de méthode, c'est qu'il faut faire des tests, il faut chercher. Vraiment, c'est comme si vous preniez votre blouse blanche vous faites le chimiste, vous mélangez dans des tubes à essai, vous voulez voir, surtout, il ne faut pas que ça explose, on va dire. Mais vous étayez, vous approfondissez tout le temps. Et surtout, n'écoutez pas le chant des sirènes. Au contraire, demandez à quelqu'un qui vous attache par rapport à cela et faites votre travail. Donc je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je ne l'ai jamais fait, je pense que ça peut être intéressant et je vous recommande de le faire. Oui. J'ai noté que lorsqu'une position de volatilité est forte, dans l'achat, elle a l'avantage de devises opposées. Pardon? Lorsqu'une position de volatilité est forte, elle a l'avantage de devises opposées. Oui. Donc le potentiel de gain maximum est lié à la volatilité de l'indice. Ça, c'est ce que vous avez noté. C'est-à-dire que plus on a des devises oui. qui sont en volatilité, en fait des actions qui sont en volatilité, plus l'on peut agir sur les devises opposées qui nous ramènent, qui nous portent un gain maximum, mais qui est fortement lié à la volatilité de l'indice. Et donc, quelle est votre question? Ce qui veut dire que plus on gère le compte de volatilité sur le plan historique ou sur le plan implicite, on a plus de chances à réagir sur les devises opposées. C'est-à-dire à opposer les devises et à gagner un gain maximum. Mais bon, alors c'est une interrogation ou c'est une affirmation? Et une évidence, parce que j'ai l'impression que le cours c'est ça. Non, c'est de montrer que la volatilité importe sur l'opposition. Oui, ça exact, tout à fait. Qui rapporte un gain maximum. Alors si vous me dites que c'est pas ça, je veux bien. Si. Alors, voir qu'il vaut mieux être en volatilité en certitude. Dans les actions qui ne sont pas tout à fait certaines rapportent plus que les actions certaines. Alors,